Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le forum de la presse d'aujourd'hui réfléchit sur le processus de paix, l'opérationnalisation de la force G5 Sahel, la situation scolaire dans le pays et celle du Conseil national des jeunes. Nos invités, tous journalistes, Bruno Segbedji, il est indépendant, Célia Dalmeida de Journal du Mali et Bandjougou Danté de la radio Sania de Ségou. Je suis Mohamedou Touré. Le grand dialogue. Voilà, alors on va commencer cette première partie avec le processus de la paix. Il y a la journée internationale de la paix qui a été célébrée aujourd'hui, Bruno, et elle est célébrée dans quel contexte? Bon, la journée de la paix, elle est célébrée, mais en tout cas, au plan mondial, c'est un défi de tous les jours. On voit plusieurs foyers de tension, et au Mali en particulier, la paix... Enfin, un processus de paix en cours, mais ce n'est pas encore la sérénité. Il y a encore, si vous permettez l'expression, des grabuges par-ci, par-là. Il y a, c'est vrai, on signe des cessez-le-feu, mais on constate qu'il y a encore des incursions. Bon, la paix, comme le dirait ce grand homme-là, c'est un comportement, on y aspire, mais ça semble être l'idéal de tous les jours. On ne semble pas l'atteindre, il y a tellement de défis. Ce n'est pas que sécuritaire, la paix, c'est aussi la quiétude, c'est spirituel, c'est comment on vit, c'est les conditions de vie des gens, c'est la cherté de la vie, c'est le chômage, tout ça là menace la paix. Donc c'est dans ce contexte-là que la paix est célébrée. Célia Dalmeida, la journée internationale de la paix vient d'être célébrée et le processus de paix au Mali se porte comment? Merci de m'inviter à nouveau sur votre plateau. Le processus de paix se porte comme il peut, si vous me permettez l'expression, parce que on ne pourra pas dire mal, on ne pourra pas dire bien non plus, parce qu'effectivement il y a des avancées qui sont faites. Il y a 2 jours, il y a eu la signature de cet engagement enfin entre la CMA et la plateforme, engagement que nous, population, recevons avec un peu de scepticisme finalement, parce que c'est un énième qui est signé entre des partenaires entre guillemets politiques qui sont de plus en plus éloignés de la réalité militaire du terrain. L'attaque de Kidal nous l'a prouvé à souhait le mercredi. Donc je pense qu'il y a des avancées, il y a des petites avancées, j'aime bien l'expression de Bruno Segbedji, il y a énormément de défis. Bandjougou Danté, aujourd'hui la CEMA qui avait signé une trêve qui a été renouvelée et maintenant aujourd'hui on parle d'une cessation définitive des hostilités. Est-ce que cela vous rassure quand on sait que ce sont les 2 groupes armés qui se sont rencontrés et sont tombés d'accord sur cet engagement? Nous souhaitons que, comme vous l'avez dit, que cette cessation soit définitive. Mais je pense que nous sommes dans un contexte particulier et parfois les s'interrogent sur la sincérité des uns et des autres. On se demande parfois s'il n'y a pas une certaine duplicité. Des partenaires, comme ma soeur l'a dit, politiques négocient, mais par contre d'autres, pour se manifester ou bien pour exprimer leur existence, préfèrent faire parler les armes chaque fois qu'un processus politique est entamé. En tout cas, ça veut dire que non seulement il y a du boulot à faire entre les groupes armés et l'État du Mali, mais il y a également la paix à rechercher à l'intérieur des groupes armés, pas entre les groupes armés, mais à l'intérieur des groupes armés. Parce que parfois, on a le sentiment que ceux qui signent et ceux qui se manifestent ne regardent pas dans la même direction. Autre chose également, est-ce qu'avec la signature déjà de l'accord de paix, on devait parler d'autres signatures d'engagement parlant de cessation définitive des hostilités? Est-ce que l'accord d'Alger déjà ne devrait pas être un texte qui devrait permettre la cessation définitive des hostilités? Bon, l'accord d'Alger, moi je le place dans un contexte global, compliqué et qui est trop générique. Maintenant, en ce qui concerne les accords que j'appellerais accords opérationnels sur le terrain, ça c'est des sous-accords qu'il faut aussi accepter si ça permet aux uns et aux autres de rester dans le cadre de l'accord global. Maintenant, les accords intermédiaires, appelez-les comme vous voulez, ou les accords, les petits accords entre guillemets, ou les accords entre les gens pour rester dans l'accord,
c'est-à-dire des accords pour rester dans l'accord. Moi, je suis tout à fait d'accord si ça permet aux gens de recadrer. Il y a quelques semaines, le représentant de la MINUSMA au Mali qui annonçait que l'accord était dans l'impasse. Est-il toujours dans l'impasse? On espère que non, qu'à partir de cet engagement-là, cette signature de cesser le feu définitif, eh bien, il va sortir de cette impasse. Bandjougou, que je salue, l'a dit tout à l'heure, il y a deux réalités. Il y a la réalité politique, qui est une parole affichée, dite ici à Bamako, et il y a la réalité du terrain. Et moi, je pense que le vrai défi aujourd'hui serait de réussir à concilier à nouveau ces deux points de vue-là, et peut-être en montrant aussi aux acteurs sur le terrain quel intérêt ils ont à venir dans la paix. Parce que ceux qui sont à Bamako ont apparemment des prérogatives et des intérêts autres que ceux qui sont sur le terrain. Donc si c'est ceux qui sont sur le terrain qui sont au contact des populations, qui continuent de prendre les armes pour se manifester, je pense qu'il y a un travail à faire pour que justement ce début d'éclaircie soit un jour nouveau qui se lève sur l'application de cet accord dont nous espérons tous la mise en œuvre définitive. Bruno parlant, oui, allez-y. C'est vrai, on doit espérer que l'accord ne soit pas dans l'impasse, mais pour le moment, cet accord est dans l'impasse. Il ne faut pas se le cacher, parce que l'accord a essayé de solutionner toute velléité de belligérance entre les groupes, mais il y a des aspects de trafic de drogue. Tout ce qui est économie criminelle, tout ce qui est terrorisme, il ne faut pas se le cacher, c'est réel, notamment aux alentours de Kidal et autres. Et il y a des acteurs qui ont signé l'accord, mais qui ont des accointances avec les trafiquants de drogue, qui ont des liens assez forts avec des terroristes. Donc l'accord semble finalement être, à mon avis, trop partiel. Et donc, son application même ayant eu beaucoup de problèmes, on a vu avec les autorités intérimaires, on a vu avec... Donc, visuellement, l'accord semble très limité. Il faudrait maintenant, comme Célia l'a dit, entrevoir des mécanismes de dialogue politique pour ramener des gens, soit à se déconnecter de ces trafiquants de drogue, véritablement, ou peut-être tendre la perche même à des gens qui ont des velléités terroristes. Il y a la plateforme anti-Abana qui va au-delà de ça en demandant la relecture de l'accord d'Alger. Est-ce que cette demande est réaliste? Pourquoi pas? Si c'est à ce prix qu'on peut avoir la paix définitive, intégrée, on a beau dire que le processus est inclusif. Aujourd'hui, si on regarde bien, apparemment, il y a des gens qui sont au dehors, qui ne sont pas inclusifs. C'est vrai, l'État, dans la donne géopolitique internationale, dit on ne dialogue pas avec les terroristes, on ne dialogue pas avec les terroristes. Mais il y a certains qui prêchent ce discours, qui prônent ce discours-là, qui dialoguent avec des terroristes. Donc, si c'est cela qui est le sacrifice à consentir pour amener les gens à vraiment taire les armes, à intégrer un processus dynamique pour sauver le pays, pour que les armes se taisent définitivement, je crois qu'on ne doit pas en faire l'économie. Je pense que, pour rebondir sur ce que Bruno vient de dire, je pense que si, justement, étant entendu que les gens qui font du trafic d'armes, de drogue, de personnes dans cette zone-là, ceux qui ont des pratiques djihadistes, on va dire ça comme ça, des terroristes, est-ce que ces gens ont aujourd'hui intérêt à venir dans ce dialogue? Je pense que non. Je pense que c'est des gens qui se nourrissent de situations de violence, de situations d'instabilité. Et donc, qui vont continuer de toutes les manières à créer les conditions pour que ces instabilités demeurent, pour que leur trafic prospère. Imaginez qu'aujourd'hui, l'armée malienne se déploie de Kidal à Taoudéni, ça va pénaliser beaucoup de monde. Et ces gens-là, ce n'est pas avec les perdièmes qu'on donne aux membres de la CMA et de la plateforme à Bamako qu'on va les contenter. Donc, peut-être effectivement, comme tu le disais tout à l'heure en parlant de la paix en général, qui est conditionnée par beaucoup de choses, développement économique, santé, éducation, etc. Peut-être qu'il va falloir effectivement repenser, et je reviens sur la question de l'accord, à vraiment mettre tous les paramètres en branle en même temps. À mettre tous les paramètres en branle en même temps. On ne peut pas dire à une population où les enfants ne vont pas à l'école, on ne peut pas dire à une population où il n'y a plus de santé que le Mali veut... Voilà. Je pense qu'il est important que
tout soit mis ensemble en même temps. Et quand l'accord a été signé, c'était le discours qui avait été tenu pour expliquer à ceux qui parlaient de précipitation, de dire que c'est un accord. Ça veut dire qu'après, on peut le négocier, on peut l'amender, on peut l'améliorer. Donc, si cette perspective est possible, il est temps qu'on y aille. D'accord. Dante, vous, que pensez-vous de la demande de relecture faite par la plateforme Ante-Abana par rapport à l'accord de paix? Bon, moi je pense que c'est une appréciation, c'est une lecture qui est également une autre façon de voir. Maintenant, aujourd'hui, est-ce que cela ne vient pas un peu tard? Où étaient les hommes et femmes, les responsables qui animent cette plateforme au moment où l'accord était célébré en grande pompe? Maintenant, dans la mise en œuvre, faisons en sorte qu'on puisse sauver l'essentiel, notamment l'unité de la République, la laïcité de l'État, et faisons en sorte aussi que les uns et les autres puissent clairement afficher leur position de soutien, de dignité envers l'État malien, que nous soyons en dehors des complots internationaux, ça je l'ai dit à qui veut l'entendre, le Mali est victime d'un complot international. Maintenant, aujourd'hui, réviser l'accord avec qui, pourquoi faire, et faisons en sorte que les uns et les autres tiennent parole. Et si les gens et les autres tiennent parole, nous pouvons aller de l'avant. Maintenant, en révisant l'accord, cela risque de remettre en cause fondamentalement beaucoup de choses, mais il y a des aspects de l'accord qui doivent être revus en tenant compte effectivement des différents interlocuteurs et de toutes les parties prenantes. Mais ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain. Mais on pourrait faire. Est-ce qu'on a même le temps de on peut faire des on peut faire des accords pour mieux mettre en œuvre l'accord. C'est de ça qu'on parlait en début d'émission. Voilà. Tout accord peut être amendé. Quand vous signez un contrat, vous pouvez venir dire après, ah bon, cette partie-là, ça a évolué, je voudrais changer ça, et puis vous vous mettez d'accord. Donc effectivement, comme on a vu là, la CM et la plateforme qui se sont mis ensemble, qui se sont entendus pour que l'accord soit, eh bien on peut faire ça pour le reste. C'est pas forcément s'asseoir et relire tout le texte de l'accord, ou dire on fait une révision. Justement, etc. Certains membres de cette plateforme pensent qu'il faudrait tenir une autre conférence d'entente nationale parce qu'ils pensent que cette conférence d'entente nationale n'était pas inclusive. Le Mali n'a plus le temps ni les moyens. On dépense trop d'argent dans des rencontres inutiles. Vous pensez également qu'on n'a pas le temps, Bruno? Bon, je ne le dirais pas comme ça, mais au fait, qu'est-ce qu'on a vu à la conférence d'entente nationale? On a senti que certains, le chef de l'État l'a dit, que le train a démarré, d'autres pourraient le prendre à la prochaine gare. Certains l'ont pris du bout des pieds presque, hein. Ils y sont montés pour redescendre. Donc je crois que c'est ce déficit-là qui se fait entendre de cette façon. Ce ne serait pas nécessairement une nouvelle conférence d'entente nationale, mais la demande de concertation a été permanente, répétitive. Même la société civile hors de la plateforme, des religieux ont souhaité que tous les Maliens intéressés par cette situation-là s'asseyent dans une salle pour en discuter sérieusement. On n'a pas eu l'impression que cela a été totalement fait, en tout cas a été bien fait au niveau de la conférence d'entente nationale. Donc si une opportunité peut s'ouvrir pour que des gens apportent leur contribution, des gens même les moins recommandables, si je peux le dire ainsi, si on peut leur tendre la main pour qu'ils s'asseyent, eh bien, ce serait toujours bien de consolider ce dialogue-là par des protocoles additionnels qu'on devra mettre résolument en œuvre. D'accord. Dante, où en sommes-nous avec le retour de l'administration à Kidal, la mise en place des autorités intérimaires, le mécanisme opérationnel de coordination? Bon, en réalité, avant de répondre à cette question, moi, je voudrais juste demander à nos amis de la plateforme de nous proposer... La plateforme Ante-Abana? Bien sûr, leur proposition de sortie de crise aux différents acteurs, y compris ceux qui occupent Kidal. C'est-à-dire, il faut, au lieu de demander, je crois, une révision de l'accord, il faut qu'ils nous disent d'abord qu'est-ce qu'ils proposent à la communauté internationale, qu'est-ce que la plateforme propose aux groupes armés et qu'est-ce que la plateforme propose à l'État du Mali. Maintenant, sur la base de ces différentes propositions-là, on comprendra aisément la bonne foi des uns et des autres. Maintenant, s'il s'agit de dire à partir de Bamako, on exige une révision de l'accord, c'est très facile à dire ça, mais il faut exiger une révision ou encore un accord est à remplacer par autre chose. Que cette proposition soit détaillée, mais ce n'est pas une proposition. Il faut que la plateforme comprenne en ce moment qu'il s'agit de réviser l'accord, ce n'est pas l'État du Mali seulement qui va devenir son interlocuteur, mais également la communauté internationale et les groupes armés. Maintenant, pour répondre à votre question par rapport au retour de l'administration
situation à Kidal. Moi, je pense que cette situation a trop duré. Cette situation a trop duré à partir du moment où nos amis, nos frères de la CEMA, quand ils sont contents, on invite le gouverneur, quand ils veulent faire des chantages, ils les chassent. Honnêtement, il faut qu'on sorte de cette situation vraiment pour le bonheur des populations qui en ont assez. Célia, par rapport à ce retour du gouverneur à Kidal? Moi, j'ai été très heureuse de voir les photos mardi et très désespérée de voir l'attaque du mercredi. Voilà, c'est pour vous dire que la situation est aujourd'hui à un sens tellement volatile que l'inquiétude demeure. L'inquiétude demeure. Il est vrai qu'on voit des signaux, mais ces signaux-là sont très rapidement effacés. Et comme Bandjougou vient de le dire tout à l'heure, il est important qu'on s'engage résolument dans quelque chose et que la CMA montre réellement sa bonne foi. Parce que rien ne se passe dans cette ville de Kidal sans qu'elle ne soit au courant. Et il est important que justement on aille dans le sens de sortir du jeu de cache-cache, du jeu trouble qui est fait aujourd'hui, et que les uns et les autres, quand ils prennent des engagements, qu'ils s'y tiennent, parce qu'on prend des engagements à la face du monde. Je pense que la CMA, ils sont d'une tribu, d'une ethnie qui est une ethnie digne, et quand même la parole donnée a de la valeur. Il faut qu'on en revienne à nos valeurs aussi, pour que ces gens sachent que ça suffit comme ça de venir se mettre devant nous. Nous, on les applaudit, on est contents, et après ils nous giflent par derrière la tête, et il faut qu'on avance. D'accord. 30 secondes pour chaque invité pour parler du CSA avant d'entamer la seconde partie. Aujourd'hui, quand on voit 20 réunions après, on parle de problèmes de financement concernant le comité de suivi de l'accord. Ça veut dire quoi, monsieur Bruno? Ça veut dire que, comme Célia l'a dit et comme Bandjougou l'a dit, je crois que certains acteurs ne font pas preuve de bonne foi, quoi. Certains acteurs ne sont pas sincères par rapport à la sortie de crise. Et donc, on a des scénarios, un pas en avant, deux pas derrière à chaque fois. Donc, on a comme l'impression qu'on reprend. C'est vrai, la volonté du gouvernement est là, est réelle. Mais les acteurs, vous voyez de qui je peux parler, semblent avoir des intérêts particuliers, et au point que si l'État se redéploie rapidement à Kidal, si on clôt la porte de cette insécurité résiduelle, vous permettez l'expression, à Kidal et autres, ils n'y trouvent pas nécessairement leur compte. Donc ils voudraient au plus possible retarder la chose. C'est comme ça que moi je peux expliquer. Bandjougou Danté, est-ce que le régime de sanctions adopté par le Conseil de sécurité de l'ONU pourrait changer la donne par rapport à cette mauvaise volonté de certaines parties? Non, moi je pense que déjà quand on doit sanctionner, ça veut dire qu'on connaît les acteurs. Et maintenant, ceux qui sont opposés à ce processus de paix, la communauté internationale doit assumer sa responsabilité, y compris l'utilisation de la force, contre ceux-là qui s'opposent à ça. Parce qu'au moment où on mettait tous ces mécanismes en place, il y a des camps qui se sont dégagés, des camps des fréquentables et des camps de ceux qui ne sont pas fréquentables, notamment les terroristes. Maintenant, ceux qui sont dedans et qui ne se comportent pas en gens fréquentables doivent être combattus et traités comme tels. Célia. Je ne sais pas ce qu'il faut que j'ajoute encore à tout ce qui a été dit. Alors, aujourd'hui, une autre question, c'est que le président avait déclaré qu'il n'allait pas négocier avec les rebelles. On a vu l'accord d'Alger. Aujourd'hui, est-ce qu'il faut négocier avec les terroristes? Beaucoup de personnes sont dans cette optique-là. Moi, je pense qu'on négocie avec quelqu'un qui veut négocier. On négocie avec quelqu'un qui veut négocier. Ce sont des gens qui, à un moment donné, on se souvient, 2012-2013, on dit effectivement, oui, c'est l'intégrité du territoire du Mali. Nous, on n'est pas contre, mais on veut imposer la charia. Le Mali est un État républicain laïque. Donc, de quoi voulez-vous qu'on discute ? Nos combats ne sont pas les mêmes, nos voix ne sont pas les mêmes. On discute de quelque chose sur lequel on veut se mettre d'accord. Allons-nous donc dire au prix de la paix, on va adopter la charia, le Mali va devenir une république islamique avec tout ce que ça comporte? Je ne sais pas. Donc en fait, on dit on va discuter avec eux, d'accord, mais discuter de quoi? Ils ont leurs conditions, on sait ce qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent, on ne peut pas. En tout cas, pour l'instant, on ne veut pas le leur donner. Donc je ne vois pas de quoi on va parler avec eux. Vous qui nous suivez, vous pouvez également nous donner vos avis sur notre page Facebook ou notre compte Twitter, ou encore réagir sur notre page sur nos répondeurs à travers ces deux numéros, 75 84 11 11 ou 75 84 12 12. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
On va toujours parler de sécurité. Nos 3 invités aujourd'hui, il s'agit de Bruno Sekbedji, journaliste indépendant, Célia Dalmeida de Journal du Mali et Bandjougou Danté de la radio Sania de Ségou. Aujourd'hui, nous allons toujours parler de sécurité, je le disais, et donc l'opérationnalisation de la force G5 Sahel qui est annoncée. Aujourd'hui, Célia, où en sommes-nous avec cette force qui vise à lutter contre le terrorisme dans le Sahel ici? Nous cherchons l'argent. Nous cherchons l'argent. On a déjà 71 milliards, plus sur de 71 423 millions de dollars. Voilà. On a besoin d'argent parce que pour faire la guerre, il faut de l'argent. Il faut de l'argent. Et nos pays ont la volonté. Leurs partenaires affichent cette volonté aussi de les accompagner. On sait comment ça prend du temps pour que les promesses de dons, etc. se mettent en branle. On a vu le temps que ça a fait pour la MINUSMA, qui a été une mission rapidement déployée. Le temps que ça a mis avant d'arriver au Mali. Bon, on attend de voir. En tout cas, je pense qu'il y a une volonté politique très clairement affichée. Ça, c'est clair. Maintenant, sur le terrain, il y a des aspects opérationnels aussi. Comment est-ce que ces armées vont se mettre ensemble pour travailler? Avec quels moyens vont-ils utiliser les armes qu'ils vont amener? Va-t-on leur acheter des armes pour cette force du G5 Sahel? Voilà. Il y a plein de questions techniques qui se posent auxquelles nous, les profs, nous n'avons pas encore de réponse. D'accord. Bruno, déjà, c'est un problème d'argent, mais on a déjà plus de 71 milliards. Est-ce que cela ne devrait pas suffire pour démarrer l'opération? Ça devrait suffire, mais on ne veut pas faire prendre une initiative qui aura un effet de paille. Comme elle a dit, comme Célia l'a dit, tout se résume quasiment à l'argent, au point que le président tchadien Idriss Déby commence par bouder cette affaire. Il commence par bouder. Et moi, j'aimerais insister sur le fait que la sécurité, c'est lié quasiment à la souveraineté des peuples. Or, nos partenaires, comme nous le disons souvent, je me demande s'ils veulent vraiment que nous jouissions de nos souverainetés, que nos pays jouissent de leur souveraineté. Parce qu'elle a si bien dit, hein, la promptitude, la mobilisation pour la MINUSMA, d'abord MISMA qui est devenu MISEMA, puis MINUSMA, Barkhane est venu. Mais cette initiative du président de la République, Ibeka, a beau crier, nous prenons cette initiative non pas pour nos pays, mais pour le monde entier. Mais on a comme l'impression que les gens ne se bousculent pas pour accompagner financièrement. Donc, c'est vrai, il y a le quart du financement des 450 millions d'euros qui sont déjà quasiment acquis, mais je me dis, les chefs d'État réfléchissent à la façon de lancer une telle initiative qui, si elle ne bénéficie pas de l'accompagnement nécessaire, pourrait avoir des difficultés dans la suite. Et vous avez parlé d'Idriss Déby qui a même demandé à la communauté internationale d'assumer sa responsabilité, oui, puisque selon lui, c'est elle qui est en partie en cause de cette situation que vit le Sahel. À partir de la Libye, cette poudrière étant ouverte sur nos nez, vous permettez l'expression, qui crée beaucoup de problèmes avec une exportation de terroristes dans le Sahel. Mais Idriss Déby est quasiment sur le poids de la colère, pratiquement pesté, ne voulant pas. On a annoncé qu'il a été convaincu par le chef de l'État malien de faire le déplacement, mais on a vu finalement. Donc j'aimerais insister sur le fait que à nos États, hélas, de chercher à financer ces initiatives et de ne pas devoir tendre la main. C'est vrai que c'est des enveloppes financières assez importantes, mais si nous voulons prendre nos initiatives, il va falloir que nous y mettons. Dante, avant de revenir à vous, Dante, à New York, il y a les chefs d'État qui ont même demandé une partie du financement annuel de la MINUSMA, car selon eux, la MINUSMA n'est pas efficace sur le terrain puisqu'elle n'a pas mandat de lutter contre le terrorisme. Mais en réalité, pour revenir à la question posée à Mahamadou, moi j'ai une lecture tout autre. Même si la force G5 Sahel commençait ses activités avec 1000% de son budget, moi je pense qu'il n'y aura qu'un problème déplacé et non un problème résolu. Il s'agit d'impliquer l'Algérie. C'est-à-dire, admettons que les pays qui composent cette force arrivent même à chasser les terroristes, ils vont les chasser jusqu'où? Ils vont les nettoyer jusqu'au niveau de l'Algérie, certainement. Donc ça ne va être qu'un problème encore ouvert. Donc je pense qu'autant on fait des efforts pour mobiliser les financements, et même si on donnait 1000% de ces financements-là, le succès est zéro si l'Algérie n'est pas associée. Mais quand l'Algérie dit que sa constitution ne lui permet pas de sortir pour aller faire la guerre ailleurs?
mais il s'agit de trouver une façon intelligente de collaborer qui respecte les lois en vigueur dans tous les pays. Et l'Algérie, il ne s'agit pas de faire déplacer les forces algériennes pour se baser à Morti, mais il s'agit de faire en sorte que cette collaboration étroite, intelligente et sincère existe entre l'Algérie et les autres pays. Sinon, quelqu'un va allumer, l'autre va entretenir. Alors, est-ce possible d'avoir une partie du financement? Quelqu'un va éteindre, l'autre va entretenir. Est-ce possible d'avoir une partie du financement de la MINUSMA pour la force G5 Sahel? Bon, ça c'est des questions financières. Moi je pense que si nous devons même consacrer une bonne partie de nos budgets en réduisant considérablement nos trains de vie pour nous permettre d'exister parce que si dans ce contexte d'insécurité nous sommes menacés, on est inquiets, on est préoccupés. Je pense qu'aujourd'hui, s'il y a des priorités dans la sous-région, c'est effectivement la sécurité. Et je ne crois pas que l'enveloppe soit au-dessus des moyens des pays concernés. Il s'agit effectivement de prioriser les besoins. Célia, est-ce qu'il est possible? C'est ce que je voulais dire en fait, que c'est une question de prioriser les besoins. Et il est arrivé, je sais que les gens vont m'en vouloir, mais il est arrivé qu'on nous fasse cotiser pour financer les aigles qui vont au mondial, à la Coupe d'Afrique. Et c'est des milliards de francs CFA qui sont mobilisés. Pourquoi on ne peut pas mobiliser pour nos armées? Voilà, il y a des économies drastiques qui peuvent être faites sur les bons d'essence, etc., qui coûtent des milliards à l'État chaque année. Voilà, il y a des choses. Il y a des choses, on voit dans les pays développés plus riches que nous, où on fait des efforts justement parce qu'on se dit, la question de la défense est une question prioritaire, il faut trouver de l'argent pour financer ça, et on fait des efforts pour le trouver. Donc le président de la République l'a dit, ce n'est pas tendre la sébille, c'est vrai, mais tout le monde est concerné, c'est vrai, mais nous sommes au premier chef. On dit, quand ta maison brûle, tu ne cours pas pour verser de l'eau sur la maison du voisin en disant ça va le toucher, tu verses de l'eau chez toi d'abord. Donc il faut que nous trouvions vraiment les moyens de, même si on va attendre qu'on vienne nous appuyer, que ce ne soit qu'un appui, que l'argent ne vienne pas quasi systématiquement de l'extérieur, parce que quand c'est cela, eh bien, nous dépendons de ceux qui nous donnent l'argent. La main qui prend est toujours en bas, dit-on. Dans tes demandes, un partenariat avec l'Algérie, est-ce que c'est possible aujourd'hui? J'ai bien aimé la formule travailler de manière sincère et intelligente. Voilà, je pense que tout est dit. Tout est dit. Dans la question des négociations de l'accord, l'Algérie a toujours été mêlée en ce qui concerne la paix, la recherche de la paix au Mali. C'est pas la première fois qu'on parle de la puissance de ce grand voisin du Nord. Donc, quelque part, oui, parce que c'est un voisin, parce qu'il fait partie de ce Sahel-là, parce que rien ne peut se faire vraiment sans lui, ok, mais encore une fois, j'aime bien la formule de la sincérité et de l'intelligence. À ce stade, peut-on s'attendre à l'opérationnalisation de cette force bientôt? Bon, début d'opérationnalisation, puisqu'on dit avant la fin du mois, il devrait y avoir un premier bataillon disponible qui devrait tenter quelques opérations. Mais c'est vrai que il faut être réaliste, il y a un certain scepticisme. Et touchant à la question que vous venez de poser, l'Algérie, moi je me demande, est-ce que l'Algérie a fait face aussi à des défis au plan interne. Donc, certainement qu'elle va se dire, nous ne pourrons pas dépasser, parce que c'est des besoins colossaux pour équiper nos forces. Elle va certainement se dire, est-ce que je n'ai pas fini de régler au niveau domestique? Est-ce que je vais pouvoir apporter un coup de main Donc, disons que le tout se résume à ce que nos États même se serrent la ceinture. Les 5 États qui sont prioritairement concernés par cette initiative se serrent la ceinture pour pouvoir appuyer cette initiative qui est salutaire, qui, il faut le rappeler, a été toujours l'appel du président Amadou Toumani Touré. Donc il faudrait que nos peuples, comme Célia l'a dit, se mobilisent et apportent leur soutien d'une manière ou d'une autre. D'accord. Parlons maintenant d'éducation. Aujourd'hui, Dante, est-ce que le droit à l'éducation est respecté au Mali quand on sait que plus d'1 million d'enfants sont toujours hors système scolaire selon l'UNICEF et à la fin de l'année scolaire passée, il y a plus de 500 écoles qui étaient fermées? Ce droit, il est menacé. Il est menacé malgré les efforts importants des partenaires comme l'UNICEF qui se battent pour un retour des enfants à l'école. Mais je crois qu'aujourd'hui, ce qui est très important, c'est
de sensibiliser et de conscientiser l'ensemble des acteurs, que ce soit les groupes armés, que ce soit les parents d'élèves, les organisations de la société civile, que tout le monde comprend enfin que l'école doit être mise en dehors de tous ces problèmes-là. Parce qu'aujourd'hui, si nous essayons, si nous laissons l'espace scolaire aussi, l'école menacée par nos problèmes actuels, ça va nous rattraper dans les années à venir. Bon, honnêtement, ces enfants n'ont rien fait pour mériter de cette période qui est en train de compromettre dangereusement leur futur. Nous pensons que vraiment, c'est un cri de cœur que nous adressons à tout le monde. Laissons les enfants aller à l'école, laissons les enseignants faire le travail, laissez l'école ouvrir. Vraiment, nous avons eu la chance d'aller à l'école, laissez d'autres aller. Nous avons des intérêts à défendre, chacun défend des intérêts, groupes armés, société civile, politiciens. Honnêtement, ayons pitié de ces enfants-là qui sont en train de naître et grandir dans la guerre. Ça n'a pas de sens. Au moins, il faut qu'ils aillent à l'école. Tout ça, ça va finir un jour. Mais ces enfants, qu'est-ce qu'ils vont être? Ils vont être nos problèmes de demain. Célia, est-ce que la situation rend optimiste quand on voit que plus de 500 écoles étaient fermées? Est-ce qu'on peut s'attendre à leur réouverture cette année? Ben non, la situation n'est pas optimiste du tout. On voit dans le centre du Mali, ça va d'ailleurs en s'aggravant. Il y a des écoles qui continuent d'être fermées, les 500 là, mais il y a d'autres zones qui sont à nouveau maintenant sous la coupe des djihadistes qui justement interdisent l'ouverture des écoles. En fait, c'est un système. Il ne faut pas penser que c'est un hasard, que c'est juste parce que c'est la guerre que les écoles sont fermées. Mais non, on veut entretenir l'ignorance, on veut entretenir cet obscurantisme-là qui va être un terreau fertile pour tous les extrémismes. C'est aussi simple que ça. Donc il y a vraiment un effort, aussi d'information, de sensibilisation, d'éducation, pas forcément dans les circuits scolaires habituels, mais il y a des choses à faire. Malheureusement, dans les zones où, je vais utiliser cette expression, dans les zones occupées, parce que c'est le cas, dans les zones occupées, c'est difficile pour les enseignants d'essayer de continuer à dispenser un semblant de contenu éducatif aux enfants, contenu académique aux enfants. Mais dans les zones où c'est possible, moi peut-être je lancerai un appel à ceux qui sont du corps enseignant, ceux qui ont une connaissance, une compétence quelconque, de continuer au moins à maintenir l'envie avec ces enfants-là, en leur faisant du suivi, en leur donnant des petites leçons de temps en temps, en les poussant à lire, etc. Parce que si on les abandonne comme ça, Bandjougou a absolument raison, c'est un énorme problème auquel nous aurons à faire face. Ces enfants qui sont comme ça aujourd'hui vont aller remplir les rangs des groupes armés, des guérillas les plus sanglantes parce qu'ils n'ont pas de base, ils n'ont pas de valeur. Et c'est un gros problème que nous préparons comme ça. D'accord. Bruno, au-delà des défis sécuritaires, il y a les défis socio-économiques et les défis de la qualité de l'enseignement aujourd'hui, même quand on voit le niveau des élèves, le niveau également des élèves, même des étudiants qui ont fini avec l'université, et quand on voit le défi aussi du manque d'emploi aujourd'hui. Oui, tout à fait. Mais avant ce défi-là, j'aimerais un peu rappeler par rapport à l'ouverture des écoles. C'est en cela que dialoguer avec les terroristes n'est pas une mauvaise chose en soi. Quand bien même le discours de la communauté internationale, c'est on ne dialogue pas avec les terroristes. C'est vrai, c'est des gens qui prônent la charia, c'est des gens qui prônent, des valeurs obscurantistes. Mais je me dis, la présence de ces gens-là, leurs actions menaçant l'école de ces milliers d'enfants, je crois que des initiatives, j'ai cru comprendre que la mission de bons offices de Mahmoud Dicko pourrait aller dans ce sens. Si ce n'est pas le cas, je crois que ça peut être tenté, même si c'est en sous-main, pas officiellement, mais lorsque ces gens-là seraient approchés. C'est quoi votre problème? Ils posent sur la table que nous voulons la charia. Même l'État, c'est peut-être naïf, ce raisonnement-là, c'est peut-être naïf, mais l'État peut offrir des possibilités de référendum. On a vu dans cette... La charia et l'école ne vont pas ensemble, Bruno. C'est les obscurantistes prêchent la charia, oui, n'est-ce pas? Et la charia et l'école ne vont pas ensemble. Et empêchant les écoles de s'ouvrir. Ceux qui prônent la charia ne sont pas d'accord avec les écoles. Parce qu'ils pensent ils sont d'accord avec l'école Médersa. Médersa. Oui. Mais pas ça c'est une école. Oui. C'est pourquoi j'allais terminer en disant l'autorité peut offrir la possibilité de référendum. Vous voulez la charia? Eh bien, ceux que vous administrez dans votre zone de Ténenkou, etc., laissez-leur se prononcer.
n'est-ce pas, par référendum. Oui, nous sommes avec la charia. Je suis sûr qu'à 100%, ils vont rejeter la charia. Mais là, est-ce que cela est sûr parce qu'ils sont armés, ces gens-là? Non, oui, mais je crois qu'ils sont favorables au dialogue. Le professeur Ali Noum Diallo a fait quelques confidences sur certains sites. Si vous l'avez lu, je crois que Amadou Koufa et autres là veulent psychologiquement ou bien de façon symbolique que l'État considère qu'ils existent. Quand certains entrent en rébellion comme ça, c'est vrai, on a beau dire que c'est le terrorisme, mais c'est comme s'ils sont ignorés. Si le discours officiel de l'autorité dit, les gens là, on ne leur parlera jamais, mais quels ils ont? Ils auront à faire des incursions pour menacer, tuer les élus, etc. Bon, c'est peut-être naïf, mais maintenant... Est-ce que la qualité de l'éducation aujourd'hui et le chômage encouragent les parents à envoyer leurs enfants à l'école? On n'a pas de choix. On n'a pas de choix. Nous sommes dans un monde où on parle de globalisation, de mondialisation, au point que même si le niveau de l'école a baissé et les défis avec le chômage, on n'a pas le choix. Aucun parent ne devrait dire que l'enfant fréquenterait, aurait son diplôme et va chômer et donc ne pas lui permettre de connaître dans ce monde, dans cette ère de connaissance qui s'ouvre à nous, qui s'agrandit. Donc on n'a pas le choix. Les parents doivent, au moins ceux qui sont pro, si vous permettez, arabisant ou bien de la médersa, ça aussi c'est une école. Ça permettra aux gens de pouvoir adorer leur Dieu en toute connaissance de cause. Savoir que Dieu n'a jamais prôné les valeurs de la charia, si je peux me permettre ainsi. Alors c'est lié à la prolifération des écoles privées. Finalement, à quoi cela a servi? Juste rebondir sur les valeurs de la charia. La charia, c'est une bonne chose, c'est la loi islamique. Maintenant, c'est les interprétations et la façon des hommes de la vivre qui est problématique. Fermons la parenthèse. Est-ce que la prolifération des écoles privées, de toute façon, l'État ne peut pas faire face aux besoins, c'est clair. Maintenant, il y a eu aussi quelque part où les choses ont été un peu galvaudées, où on a donné l'autorisation à tout le monde d'ouvrir une école. Ceux qui en avaient la capacité, comme ceux qui n'avaient pas la capacité. Quand on voit même des maisons qui sont transformées en école. Ceux qui en avaient la vocation, comme ceux qui n'en avaient pas la vocation, parce que c'est devenu une entreprise économique. L'école, ce n'est pas une entreprise économique. À partir du moment où on a compris que si on veut être enseignant, là, quand nous étions gamins, nos enseignants disaient ça, c'est un sacerdoce. Ils disaient ça, c'est un sacerdoce. Moi, de ma génération, rares sont nos enseignants qui avaient des véhicules. Pour vous dire à quel point le sacrifice, l'abnégation, je ne dis pas qu'il faut être enseignant et mourir de faim, mais vouloir ouvrir une école juste pour se faire de l'argent, on va forcément vers l'échec, parce qu'on va accepter que les parents donnent des bifetons pour faire passer les enfants, parce qu'on va les payer pour que le bac soit assuré, pour avoir de bons pourcentages. Donc, l'école privée est un mal nécessaire. C'est même pas un mal, est nécessaire. Dans tous les pays du monde, ça existe et ce sont des établissements de référence. Maintenant, il faut aussi que l'État arrive à encadrer la chose de manière un peu plus sérieuse, de manière un peu plus stricte, pour que n'importe qui ne vienne pas... Quand vous entendez les gens qui ont des... Excusez-moi, le système LMD était censé améliorer le niveau des étudiants. Mais quand vous entendez des gens qui ont un Master 2, vous avez juste envie de vous jeter au fleuve. Parce que, et ça c'est parce que la base elle est faussée, mais en plus aujourd'hui à l'heure d'internet, c'est ce que je ne comprends pas, à l'heure d'internet, à l'heure de toutes les chaînes qui donnent toutes ces informations, nous ne cultivons pas la curiosité intellectuelle chez nos enfants, nous ne donnons plus envie à nos enfants de lire, nous ne leur donnons pas envie d'aller découvrir ce qui se passe ailleurs, et quand on est enfermé sur soi, on ne fait qu'écouter du rap où on ne dit que des bêtises, on ne fait que regarder des chaînes, excusez-moi mais c'est à ça qu'ils utilisent le maximum de leur temps, à regarder la télé-réalité et les chaînes X. On ne peut pas bâtir l'avenir d'une nation sur ça. Et le rôle est à la fois à la maison, parce qu'arrêtons de jeter la pierre aux enseignants seulement. Le rôle est à la maison, il faut que les parents prennent leurs responsabilités. Le tout n'est pas d'aller payer 1,5 million de scolarité, abandonner l'enfant à lui-même et attendre à la fin de l'année de donner 200 000 pour qu'il passe en classe supérieure. Non, il faut suivre l'enfant, il faut lui montrer que pour réussir, il faut de la rigueur. Il faut faire des efforts. Et tant que nous n'allons pas, voilà le mot, tant que nous n'allons pas cultiver l'effort, notre école va rester telle qu'elle est. Dante, peut-on s'attendre à une amélioration de cette situation à la rentrée 2017-2018?
Mais Mamadou, comme vous l'avez dit, on ne peut pas quand même par un coup de baguette magique gérer des problèmes datant de plusieurs années. Pour cette année, nous pensons quand même que peut-être des initiatives doivent être prises pour améliorer ce que nous constatons. Mais vraiment, permettez-moi de dire un tout petit peu à mon ami Bruno que son discours angélique là, c'est méconnaître carrément l'idéologie djihadiste, entre guillemets djihadiste. Son discours là est trop beau pour être accepté comme ça. Donc je crois que pour ce qui concerne la question de l'école, vraiment il est important que tous ces brigands quittent la sphère scolaire. Il s'agit de laisser ceux qui ont pour mission l'école s'occuper de la vie de l'école. Bon, aujourd'hui, l'école peut même être une source de lutte efficace contre le chômage. Ceux-là qui ont fait des études d'enseignants, il faut les amener à se regrouper au niveau des régions pour constituer de grands groupes leur permettant de créer un secteur privé avec des gens qui ont l'amour de ce travail, qui connaissent ce travail-là. Plutôt que de donner des autorisations à n'importe qui, aux commerçants, aux bandits et à celui qui veut se faire l'argent. Sinon, ceux-là qui opèrent dans le domaine scolaire, qui ont l'école dans leur vie, qui ont opté pour ça, il faut les aider à se mettre en coopérative pour créer des écoles à tous les niveaux, fondamentales, secondaires et même universitaires. Ceux-ci peuvent être des groupes solides qui peuvent recruter beaucoup de gens et qui peuvent donner le contenu, la qualité nécessaire au contenu de l'enseignement. Mais quand il s'agit de se débarrasser sur le tout venant ou pour favoriser X ou Y, naturellement, on aura une école qui laissera toujours à désirer. D'accord. Alors, 5 minutes, c'est ce qui nous reste. On va parler du Conseil national des jeunes. Aujourd'hui, il semblerait que rien ne va là-bas. Et les textes, il y a le président Mohamed Salia qui a démissionné. Et les textes n'avaient pas prévu un cas de démission. Donc aujourd'hui, c'est le vice-président qui assure l'intérim. Le premier vice-président lui-même qui est accusé d'avoir détourné 400 millions de francs CFA. Bruno Sekbedji, le Conseil national des jeunes là-bas, qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui? Le Conseil national des jeunes, j'aimerais seulement trouver une formule, le verre est dans le fruit. Le verre est dans le fruit, parce que la manière dont le président Mohamed Salia est parti, et on n'a pas eu d'informations réelles par rapport à ces raisons. Et si aujourd'hui on parle de question de présomption de détournement pour le premier vice-président, ben je me dis simplement qu'il faudrait que le ministre de la Jeunesse et de la Constitution citoyenne se saisisse véritablement de ce dossier, en fasse une communication en Conseil des ministres pour voir comment résoudre la crise. Déjà, à l'installation du bureau de Mohamed Salia, il y avait eu un certain nombre de voix qui se sont levées et une certaine fronde. Mais les autorités ont géré la fronde. Est-ce que c'est ça qui fait que les gens ont ce penchant à une certaine prédation, entre guillemets, je ne sais pas. Il nous est rapporté que ça pourrait aboutir à la justice, donc je n'aimerais pas m'aventurer loin, que la justice arrive à élucider s'il y a eu détournement ou pas. Au-delà de tous ces problèmes, en commune 5, il y a les jeunes qui disent qu'ils sont abandonnés par ce conseil et que leurs préoccupations ne sont pas prises en compte, que ce conseil s'intéresse beaucoup plus aux partis politiques qu'aux problèmes des jeunes. C'est une entité que je ne connais pas beaucoup, donc je vais juste parler de mon appréciation comme ça. Je pense que encore une fois, il est important de se reconcentrer sur l'essentiel. La cause de la jeunesse est multiforme, il y a de nombreux défis et il est important aussi que ce conseil-là peut-être redéfinisse un peu quel est son rôle, quels sont ses objectifs, quels sont ses moyens de travailler pour que les jeunes, tous les jeunes maliens s'y reconnaissent. Je pense que les jeunes de Kouakourou aujourd'hui ne se reconnaissent pas dans le Conseil national de la jeunesse. Donc il est important que ce conseil-là peut-être réfléchisse, se reforme un tout petit peu et cette crise pourrait être un bon déclencheur pour cela. Dante, en une minute, qu'est-ce qui pourrait mettre fin à cette situation au niveau du Conseil national des jeunes? Bon, honnêtement, c'est une structure que je ne connais pas assez, mais je pense quand même que quand on opte pour être représentatif et digne de la jeunesse, c'est plusieurs sensibilités qui sont représentées. Et je crois que les membres de ce conseil doivent savoir dissocier la vie d'une société civile et la vie politique. Je ne cherche pas à savoir en profondeur ce qui se passe parce que tout n'a pas été dit certainement, mais nous pensons quand même que s'ils sont là pour la jeunesse malienne,
l'État, les jeunes eux-mêmes ont intérêt à ce qu'ils s'entendent, à ce qu'ils se comprennent, à ce qu'ils mettent ce conseil en dehors de toute gestion politique. Si jamais on travaille à entretenir la division, la haine, le mépris, la calomnie entre ces jeunes-là, naturellement, laissés à eux-mêmes, ils finiront par devenir vraiment une situation explosive que personne ne souhaite. D'accord. Il faut les canaliser, il faut les amener à s'entendre autour de l'essentiel. Merci Dante. Processus de paix, opérationnalisation de la force G5 Sahel, situation scolaire dans le pays et au niveau du Conseil national des jeunes ont été les sujets abordés au cours de ce forum de la presse. Nos invités, Bruno Sekbedji, journaliste indépendant, Célia Dalmeida de Journal du Mali et Bandjougou Dante de la radio Sania de Ségou. Débat réalisé par Ibrahim Aran Diallo à la mise en onde Gagné Kanté, régie vidéo assurée par Peting Diara. Je suis Mohamedou Touré. Bon week-end. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue de l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio.